table. Une émission proposée par La Turquie aujourd'hui, les relations franco-turques et le scandale d'Afrine, ce sont les thèmes de ce Carte sur table où nous reviendrons sur l'état de la situation politique et judiciaire en Turquie, considérée aujourd'hui comme la plus grande prison de journalistes, sur les relations incompréhensibles entre la France et la Turquie au lendemain surtout des révélations dans les médias français sur l'implication de la Turquie dans l'aide à Daesh, et nous tenterons de comprendre les raisons du silence de la communauté internationale suite à l'invasion turque à Afrin, en territoire syrien, avec Guillaume Perrier, journaliste et auteur spécialiste de la Turquie. Bonjour Guillaume. Vous êtes seul en studio, mais nous aurons plusieurs invités par téléphone, le député communiste Jean-Paul Lecoq. Mais un peu plus tard, durant cette émission, nous aurons la participation de Gérard Chalian, spécialiste de conflits armés, et de Khatar Aboudiab, politologue, professeur à l'Université Paris-Sud. Donc commençons avec vous et rappelons votre livre Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, donc chez Solin Actes Sud, ce livre qui retrace un peu le parcours de cet homme qui nous pose problème aujourd'hui, nous pose problème dans un sens très large, les Kurdes, les Arméniens, et il pose un problème aux Syriens, mais surtout à son peuple. Et parlons de ce qui se passe en Turquie. Évidemment, il y a eu ce mois de juillet 2016, ce cadeau de Dieu, selon Erdogan, ce putsch qui lui est arrivé, et grâce auquel il a pu écarter définitivement, apparemment, tous ses opposants, farouches opposants, et surtout les gulenistes. Et il se trouve, et c'est ma première question, que tout le monde est devenu guleniste dans ce pays. Oui, alors vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement de Fethullah Gülen est considéré comme la principale menace pour Erdogan, hein, même devant le PKK, devant bien sûr les groupes djihadistes. Les services secrets turcs ont fait de l'organisation FETÖ la menace pour la sécurité nationale numéro 1. Donc effectivement, il y a une politique qui accompagne ce constat. Et comme à d'autres périodes, effectivement, le moindre crime, la moindre opposition au pouvoir est qualifiée de terrorisme guleniste, et donc aujourd'hui tout le monde effectivement est accusé d'être proche des gulenistes, ce qui donne parfois des procès à la limite de l'absurde. Je pense notamment à Ahmet Şık, ce journaliste turc qui a passé beaucoup de temps en prison et qui il y a quelques années avait été emprisonné par les gulenistes, justement parce qu'il enquêtait contre leur pouvoir dans la police. Et aujourd'hui, Erdogan le met en prison en l'accusant d'être proche des gulenistes. Enfin, on voit bien que tout ça est une parodie judiciaire qui n'a plus vraiment de sens. Mais en même temps, on peut bien comprendre que effectivement, les gulenistes ont une réelle influence, c'est-à-dire qu'ils ont leurs hommes dans le système judiciaire, leurs hommes dans la police, probablement dans l'armée. La preuve, il y a eu un putsch. Alors on ne sait pas si c'est un vrai putsch ou pas, toutes les questions se posent encore. Mais les gulenistes ne sont pas naïfs et innocents, j'allais dire. Non, bien sûr, il serait naïf de penser ça. Ils ont eu un pouvoir extrêmement important. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins vrai, et c'est plus d'abord parce que les purges ont quand même été extrêmement importantes. Hein. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été licenciés, ont été mis en prison. Donc ça a produit des résultats, si vous voulez. La présence des gulenistes dans l'appareil d'État turc aujourd'hui, elle est extrêmement affaiblie. Maintenant, c'est vrai que ça reste un lobby et un réseau qui a une capacité à se reconstruire, à se reformer. Mais pour l'instant, ils sont plutôt en exil, plutôt réfugiés dans d'autres pays. La force des gulenistes en Turquie aujourd'hui est assez faible. Donc, c'est plus un prétexte pour Erdogan pour pouvoir réprimer d'une manière la plus large possible des secteurs de la société civile qui sont très différents. Quand on pense à Osman Kavala,
Kavala, on a du mal à avoir des relations avec Fethullah Gülen, si vous voulez. Enfin, voilà, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut considérer définitivement que, après avoir écarté les partis traditionnels, classiques, de la droite, de l'extrême droite même, de s'être associé parfois avec ces gens-là contre les Kurdes, mais au début, on n'oublie pas qu'ils s'étaient associés aux forces pro-kurdes pour arriver au pouvoir, et maintenant, il a écarté les Gülenistes. Il n'y a plus personne face à Erdogan. C'est définitif pour les années à venir? Je pense qu'il n'y a rien de définitif en Turquie, jamais. Dans tout le parcours d'Erdogan, on voit que la situation est extrêmement changeante, que les alliances se font et se défont d'une manière très rapide. Comme vous l'avez dit, il a effectivement misé sur une forme d'alliance avec les Kurdes à une époque en pensant pouvoir faire la paix, et puis ensuite il est revenu. Donc il a été antinationaliste, maintenant il est ultranationaliste, il a été pro-européen, maintenant il est pro-russe. Enfin voilà, on a Erdogan jongle avec les influences, se sert des courants d'influence et des alliances avec un opportunisme permanent, si vous voulez. Donc aujourd'hui, la situation est telle que, effectivement, ses ennemis, ce sont les Gülenistes, les Kurdes, la gauche dans son ensemble, et ses alliés sont les ultranationalistes, l'extrême droite, les loups gris, les proches de Perinček, etc. Cette alliance peut aussi voler en éclats dans quelques semaines, dans quelques mois, sous les coups de boutoir d'autres questions qui vont surgir, parce que cette alliance est aussi fragile que les précédentes, et Erdogan peut aussi bien revenir dessus comme il l'a fait avec ses alliés précédents. Donc je ne crois pas que ça soit définitif, si vous voulez. Il y a deux moments très importants dans la vie de la Turquie. Pour faire juste un résumé, c'est le moment idéologique, c'est-à-dire chaque force politique a sa visée, a son idéologie, sa vision de la Turquie. Et puis il y a le moment électoral. Est-ce qu'aujourd'hui on a des échéances pour lesquelles Erdogan serait coincé auprès de ses partenaires politiques, ou est-ce qu'il a la main libre pour un certain temps Non, là, il a évidemment les mains libres pour un certain temps. Alors, si vous les prochaines élections, c'est novembre 2019, sauf si Erdogan décide de les faire avancer, ce qui est possible. En novembre 2019, on aura la présidentielle et les élections législatives. Donc, ça sera c'est des élections stratégiques pour Erdogan parce qu'elles vont lui permettre de mettre en œuvre les réformes constitutionnelles qu'il a fait voter par référendum en avril 2017. Donc, ça va être pour lui le moyen de mettre en place le régime présidentiel qu'il a appelé de ses vœux depuis des années. Donc c'est pour lui le moyen, ces élections, s'il les remporte, c'est une sorte de verrouillage institutionnel, si vous voulez, où le Parlement ne sera plus qu'une chambre d'approbation des décisions du président. Il y aura plus de Premier ministre. L'exécutif sera complètement concentré entre les mains d'Erdogan. Donc, il aura vraiment cette mainmise totale. Et on voit pas très bien ce qui peut l'empêcher de remporter ces élections. D'abord parce qu'il y a plus d'opposition, comme vous l'avez souligné. On peut parler du HDP, le parti kurde. Bon, tous ses représentants sont en prison ou quasiment. Le parti d'extrême droite MHP a été aujourd'hui avalé par l'AKP et fera liste commune aux élections l'année prochaine avec l'AKP, donc il y a plus d'opposition de ce côté-là. Et il reste les kémalistes, le CHP, mais qui sont totalement je dirais enferrés dans leur querelle interne et qui n'arrivent même plus à proposer une opposition aujourd'hui. On voit bien que ils soutiennent l'opération Afrin, etc. Donc Erdogan incarne un consensus nationaliste turc aujourd'hui qui empêche toute opposition de se déclarer, si vous voulez. Alors en France, on n'entend pas beaucoup de gens parler de cette situation en Turquie. Évidemment, les quelques organisations de défense des droits de l'homme ou de journalistes comme Reporters sans frontières, mais également la situation à Afrin. Et aussi, dans la sphère politique, très peu de gens s'expriment clairement sur cette question. Il y a quelques jours, Jean-Paul Lecoq, député communiste, parlait face à l'ambassadeur de Turquie en France, lui posait les questions et ses inquiétudes par rapport à cette situation. Et Jean-Paul Lecoq est avec nous en ligne aujourd'hui. Monsieur Lecoq, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, justement, on a suivi un petit peu, mais pour nos auditeurs, merci de nous rappeler un peu le vrai, ce qui vous dérange dans ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Vous avez évoqué quelques questions, mais on veut les entendre de votre bouche. En fait, la Turquie vit un moment assez particulier de son histoire. Moi,
j'ai eu l'occasion de siéger au Conseil de l'Europe en tant que député avec le président du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est turc. C'était il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ce président est ministre des Affaires étrangères en Turquie. Çavuşoğlu. Exactement. Et quand j'ai siégé avec lui, il présidait l'institution qui mondialement est connue pour le respect des droits de l'homme, le respect des droits des peuples, et on faisait passer des recommandations et des motions pour inciter les pays à respecter les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. Et aujourd'hui, ce personnage est méconnaissable. C'est-à-dire que ce qu'il a présidé n'est pas appliqué dans le pays. Alors moi, j'ai une culture de soutien au peuple, parce que l'ambassadeur m'a dit plutôt que de vous occuper des Kurdes, allez vous occuper des Palestiniens ou d'autres. Moi, je m'occupe des Kurdes, je m'occupe des Palestiniens, je m'occupe du peuple sahraoui, je m'occupe des Comoriens, parce que mon pays a aussi colonisé, ce sont mes termes, une île des Comores, et je défends l'idée que les Comores, en droit international, comportent 4 îles. C'est-à-dire que ce qui me guide, moi, c'est le droit international, et c'est les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme. C'est ce qui m'a conduit à aller à Ankara, à l'occasion de procès de députés, pour manifester ma solidarité. Et vous disiez également que vous étiez empêché de faire votre travail d'observateur en Turquie durant ce procès. En fait, le juge à un moment donné prétexte la sécurité dans la salle d'audience, et puis après, quand le juge nous autorise, c'est la police qui nous autorise plus. Et donc, moi, j'ai vécu des procès devant le pénitencier, c'est-à-dire à l'extérieur. Je m'en suis entretenu avec l'ambassadeur de France en Turquie. Il m'a dit que lui, il faisait aussi observateur. Il était allé à Istanbul par rapport au procès de professeurs, et notamment d'une université qui est conventionnée avec la France, parce que lui aussi il voulait marquer les choses en disant c'est pas le chemin qu'il faut prendre. Alors avec la manière diplomatique, avec les mots qui conviennent, mais enfin voilà, la France est gênée, l'Europe est gênée, les alliés de l'OTAN de la Turquie sont gênés de l'attitude des Turcs, et pas des Turcs, pas du peuple turc, qu'on s'entende bien, de l'exécutif turc aujourd'hui. Et donc la question, c'est comment on peut aider Erdogan, et comment on peut faire pression sur lui pour qu'il reprenne le chemin de ce qu'était la Turquie lorsqu'elle était aux portes de l'Europe, et vous pensez prête à rentrer. Et vous pensez vraiment, Monsieur Lecoq, que Erdogan attend les consignes des Européens pour retrousser chemin et retrouver le chemin de la démocratie? Non, moi, vous savez, l'ambassadeur de Turquie, moi, je lui dis clairement les choses et de manière franche, comme je le fais avec tous mes interlocuteurs, que ce soit un Premier ministre israélien ou d'autres présidents de la République. Je dis clairement les choses et je ne voulais pas qu'il pense qu'il y avait l'unanimité du peuple français qui soutenait à la fois son action intérieure et ses interventions extérieures. Alors, vous savez, à l'audition que l'on a eue, il y avait Claude Goasguen, qui est député du 16e arrondissement, qui n'est pas du tout de ma couleur politique, qui a interpellé l'ambassadeur sur de quel droit vous sortez de votre pays pour aller en Syrie. De quel droit? Qui vous autorise à faire ça? Alors justement, il y a 2 jours, Ömer Çelik, qui est le ministre des Affaires européennes de la Turquie, il y a 2 jours à peine, il avait une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de France, et là, on voit un communiqué qui dit on a une discussion dans un esprit de dialogue exigeant et constructif. Qu'est-ce qu'on entend en France par exigeant? Qu'est-ce qu'on exige vraiment? Constructif, on peut le comprendre, mais exigeant, qu'est-ce qu'on exige? Moi, je pense que la France, elle, comme sur d'autres sujets, elle est faible. C'est-à-dire qu'elle est à la fois à l'offensive sur c'est la politique de Emmanuel Macron, sur tout ce qui est commercial, reconnaissance de la France dans le monde, le rayonnement de la France, etc. Et ça lui fait accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que on dit clairement que vous n'allez pas être en Syrie, que vous devez rentrer à l'intérieur de vos frontières. On comprend bien votre action contre le terrorisme, parce que je rappelle que l'ambassadeur l'a dit plusieurs fois, elle a utilisé plusieurs fois ce mot. Alors justement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un combat contre le terrorisme. Sachant que les terroristes, en l'occurrence, ce sont les gens à côté desquels on a combattu contre Daesh. C'est ceux-là qu'on appelle les terroristes, enfin que l'ambassadeur appelle les terroristes. Vous êtes combien? Nous, on les appelle nos alliés, c'est pas la même chose. Vous êtes combien à l'Assemblée nationale et dans la classe politique française à vous occuper de la situation à Afrin et de la démocratie en Turquie?
Il y a des groupes. Le groupe communiste est complètement derrière la question du peuple turc d'une manière générale et sur le sujet d'Afrine. Et puis du Rojava d'une manière générale. Et puis il y a la France insoumise. Et puis sur le fait d'être sorti des frontières et tout, et ça va plus bien au-delà. C'est-à-dire que dans tous les groupes, que ce soit le groupe de la Nouvelle Gauche, ex-socialiste, que ce soit le MoDem, que ce soit les Républicains, que ce soit des députés parmi la République en marche, le fait qu'un pays s'autorise d'en envahir un autre sous prétexte de chasse de terroristes, et ces terroristes-là, et notamment les femmes qui combattaient contre Daesh, etc., dans ces groupes-là, on les considère comme nos alliés. Et c'est là où il y a sujet, c'est là où il y a un problème, et c'est là où le gouvernement français essaye d'expliquer, mais je vous dis, la Turquie joue un rôle très particulier sur la garde frontière de l'Europe, c'est un pays en voie de développement qui se développe, qui a une richesse, etc., et donc avec qui on a envie de faire du commerce, et donc tout ce mélange-là fait qu'on accepte des choses que, en temps normal, la communauté internationale ne devrait pas accepter, devrait rejeter, devrait sanctionner, et on le fait pas. Merci Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Guillaume Perrier, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est cette prise de conscience qu'on a l'impression que la Turquie, c'est un film qu'on regarde à la télé dans les journaux de 20h, et puis une fois que les journaux sont terminés, on retourne à nos propres affaires, la grève de la SNCF et autres. C'est normal, quelque part, parce que les Français ont leurs soucis, mais où est cette France avec ses prises de conscience, ses philosophes, ses écrivains, ses intellectuels pour sortir ce cri de rage face à cette situation? J'ai envie de dire, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle est portée disparue, cette France-là. Où est cette France pour protester contre la guerre au Yémen et les massacres qui sont commis là-bas avec des armes françaises? Où est cette France pour s'élever contre toutes sortes de situations absolument scandaleuses? Donc oui, la Turquie est un exemple parmi d'autres. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qui ont été évoquées par Monsieur Lecoq, qui font que la France et d'autres pays sont gênés aux entournures aujourd'hui pour critiquer la Turquie. Je pense Erdogan a extrêmement bien manœuvré ces dernières années pour arriver à cette situation et pour pouvoir, avoir des leviers très importants de négociation avec les pays occidentaux et pratiquer ce chantage qu'il pratique aujourd'hui avec cette politique à la fois en prenant en otage certains ressortissants occidentaux pour marchander des choses avec les gouvernements concernés, ou alors, comme on le disait tout à l'heure, en instrumentalisant la question des réfugiés, qui est extrêmement important. Donc il est quand même parvenu finalement à tirer la couverture à lui sur cette question des réfugiés. Alors c'est vrai que la Turquie a accueilli beaucoup de monde, mais ça n'a pas été quelque chose de complètement désintéressé. On s'en aperçoit aujourd'hui à quel point cette question des réfugiés syriens est aussi une arme politique pour Erdogan, qui va lui permettre de recomposer un petit peu les équilibres ethniques dans le nord de la Syrie, et donc de contrôler cette zone frontalière avec des populations qu'il va avoir replacées à cet endroit-là. Donc on voit bien que à la fois, la question des réfugiés lui permet de faire chanter les Européens, clairement, de récupérer un peu d'argent pour gérer ce flux, et puis en même temps, de l'autre côté, d'utiliser les réfugiés syriens pour sa propre politique moyen-orientale. Donc, on a un Erdogan qui joue sur tous les tableaux, qui gagne sur tous les tableaux surtout. Et aujourd'hui, les Occidentaux sont coincés, effectivement, parce que cette question des réfugiés paralyse les opinions publiques occidentales. Le retour des djihadistes d'Irak et de Syrie est aussi une question importante. Pour être clair pour nos auditeurs, que demande Erdogan? Comment il utilise la présence, il y a 3 millions de réfugiés, si je me trompe pas. Oui, alors entre 3 et 4, on ne sait pas exactement, mais enfin oui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même très compliqué pour un pays d'accueillir 3 millions de réfugiés ou 4. Comment il utilise cette situation, comme vous dites, il se sert de cette situation face aux Européens? Si vous voulez, Erdogan, dans ses discours, tous les 15 jours, menace les Européens d'un déferlement sur leurs côtes
si il se montre pas plus compréhensif vis-à-vis des Turcs. Donc en permanence, Erdogan joue ce chantage en disant. Mais Angela Merkel a su lui dire stop à un moment donné. Écoutez, elle a su lui dire stop en apparence, je pense. On voit bien que depuis, il s'est passé des choses. Alors effectivement, il y a un discours qui est du côté allemand un petit peu plus ferme, un petit peu plus. Les Allemands se permettent de dire les choses un peu plus clairement à la Turquie. Ça n'empêche pas que derrière le commerce se porte très bien, que l'Allemagne a vendu des chars Léopard, par exemple, qui sont aujourd'hui utilisés dans l'attaque d'Afrine. Donc on voit qu'il y a aussi un certain nombre de compromissions, pour le moins, enfin en tout cas de petits arrangements avec certains principes que les Allemands défendent. Alors justement, puisqu'on parle de la sensibilisation de l'opinion publique française, il y a eu dans Envoyé spécial sur France 2 cette enquête, Turquie, l'enquête interdite de Laurent Richard, et vous y étiez, on vous a vu participer à à la fois l'enquête et en même temps cette discussion avec Laurent Richard. Alors le point le plus fort, il y avait deux moments très forts, c'est le moment où les camions arrivent à la frontière vers la Syrie, c'était en 2014, et justement au moment où le président Erdogan est à l'Élysée, Laurent Richard, on a vu la conférence de presse en direct, il l'interpelle, il lui dit j'ai les preuves, et l'autre il le tutoie et il lui dit tu fais comme les gulenistes, donc tu es avec les terroristes, parles comme un terroriste, voilà. Il lui dit, et puis en même temps il interroge, donc c'est le deuxième moment, l'ambassadeur de Turquie en France. Qu'est-ce qu'on a pu dire à travers cette enquête de France 2 à l'opinion publique française finalement? Je crois que c'était une manière de montrer, alors aussi d'évacuer un certain nombre de fantasmes qu'on peut avoir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exagération, beaucoup d'approximation dans tout ce qui est dénoncé autour du rôle de la Turquie en Syrie, et je crois que c'est un sujet trop important pour être approximatif et qui mérite d'être un peu précis sur les faits. Donc ce que ça montre, c'est que simplement à partir de 2014, on a dans le nord de la Syrie un paysage politique qui change considérablement. On a des groupes islamistes, voire djihadistes, qui prennent le pouvoir dans cette région-là. La Turquie ferme les yeux, clairement, parce que son objectif à cette époque-là est de renverser le régime d'Assad par tous les moyens et d'empêcher la constitution d'une zone kurde. Donc les djihadistes représentent un moindre mal. Et on a ces livraisons d'armes qui sont déclenchées par les services secrets turcs. Alors l'ambassadeur laisse penser, d'abord reconnaît qu'il y a eu des livraisons d'armes à cette époque, mais laisse penser que la Turquie n'est pas toute seule dans cette affaire. Et je pense que ça, c'est quand même un point extrêmement important à souligner. C'est quand il accuse les États-Unis. Il accuse pas nommément un pays. Il dit d'autres services secrets sont concernés. Oui, mais Erdogan, à la conférence de presse, il dit pourquoi vous posez pas la question aux Américains qui ont livré 4 000 camions aux livraisons, etc. Mais ça, il fait référence aux livraisons d'armes des Américains aux Kurdes. Quand on parle des livraisons d'armes aux islamistes en Syrie, la Turquie en a livré, mais les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne étaient dans cette entreprise, si vous voulez. Et c'est ce que dit l'ambassadeur. Il dit attention, on n'était pas tout seul, c'était une décision concertée. Alors est-ce que la Turquie en a fait un peu plus, je dirais, dans le dos de ses alliés, c'est aussi une possibilité. Maintenant, ça reste quand même... Il y a une nuance à apporter, c'est-à-dire que les Européens, les Occidentaux, surtout au début, ont peut-être entraîné, armé, financé les forces d'opposition qu'on appelait naïvement l'armée libre syrienne, soi-disant, ou peut-être vraiment, pour certains d'entre eux, des démocrates qui voulaient en finir avec le régime d'Assad. Bon. C'est allé un peu plus loin que ça, je crois. Mais justement, la nuance est de dire qui on a financé. Les démocrates qu'on voulait soutenir ou les extrémistes, les djihadistes qui égorgeaient les... Non, les djihadistes, je crois pas. Et d'ailleurs, dans l'enquête de Laurent Richard, à aucun moment on ne dit que ces camions d'armes allaient à des djihadistes. Ça n'est absolument pas prouvé et je pense pas que ça soit le cas. Il n'y a pas eu de livraison de camions d'armes à Daesh ou à des groupes de ce style. Alors, on sait par ailleurs que la Turquie a aidé, par exemple, les djihadistes d'Al-Nosra. Ils ont été formés, il y avait des camps d'entraînement en Turquie. Ça oui. Maintenant, cette histoire
histoire des camions des services secrets, les armes sont allées à des groupes salafistes, à des groupes islamistes. Quelle différence finalement? Si, il y a une différence. Je crois qu'on peut quand même pas la nier. Alors, mais c'était des groupes qui effectivement étaient à la marge de l'armée syrienne libre, étaient des groupes qui étaient considérés par les pays occidentaux comme acceptables, si vous voulez. Donc oui, il y a eu une aide occidentale à ces groupes-là. C'est pas ceux-là même qui étaient à Alep-Est et pendant de longues périodes bombardaient les populations d'Alep-Ouest? Si, bien sûr, en partie, mais enfin pas seulement. C'est pour ça que je dis quelle différence. Parce à Alep-Est, il y avait aussi Al-Nosra, il y avait aussi égorgeurs que Daesh, mais ils avaient leur visée aussi bien territoriale, d'occupation, de mainmise et d'islamisation, etc. Oui, alors après c'est des groupes islamistes, parfois salafistes, voilà, mais on peut pas parler de groupes djihadistes au sens de Daesh et de Al-Nosra, si vous voulez, qui implique voilà le djihad mondial, des campagnes d'attentats, etc. C'est quand même alors, une autre, finalement, une autre démarche. cet ambassadeur qui est assez malin et assez fort, il faut le reconnaître, Ismaël Hakim Moussa, c'était le numéro 2 du mythe. Et c'est là le couac, si je puis dire. Il est ambassadeur aujourd'hui, mais est-ce qu'il est diplomate? Est-ce qu'il est homme de renseignement? C'est ça qui est intéressant. Il a été numéro 2 du mythe entre 2012 et 2016. Et surtout, il a été le responsable des opérations extérieures des services secrets. Donc, si vous voulez, toutes ces livraisons d'armes, les opérations en Syrie, la surveillance ou les attaques contre des opposants en Europe, tout ça, c'est lui qui les a supervisés, en quelque sorte, ces actes-là. Donc, les livraisons d'armes à des groupes salafistes en Syrie, il est parfaitement au courant, c'est lui qui gérait le dossier. Donc, quand il dit à Laurent Richard que il sait pas trop à qui étaient destinées ces armes, alors il fait cette réponse assez extraordinaire, elles étaient destinées à leur destinataire. Voilà, on sent bien qu'il est gêné aux entournures et qu'il y a quelque chose d'inavouable dans ces démarches. Et surtout que dans le film, à la frontière turco-syrienne, on voit que les livreurs, les chauffeurs de ces camions sont des agents du mythe. Oui, ils le reconnaissent, ils le disent, attention, tu sais pas à qui je parle, parce que ce sont les policiers turcs qui interpellent ces agents du mythe. Ce qui s'est passé aujourd'hui, et on le sait depuis un certain temps, c'est que cette histoire et c'est pour ça aussi qu'Erdogan est totalement furieux quand on lui évoque ces camions, c'est que cette histoire, c'est l'un des premiers actes de défiance des gulenistes contre le pouvoir, et qu'en fait, il s'agit de magistrats proches de Gülen, qui ont déclenché une affaire judiciaire et ordonné aux gendarmes d'arrêter ce convoi. Et donc on a effectivement un convoi conduit par les gens du mythe, et des gendarmes qui mettent en joue des agents du mythe. Donc Erdogan, voyant ça, le mythe pour lui c'est sa garde rapprochée à l'époque, donc Erdogan a vu que ses fidèles parmi les fidèles sont mis en joue par des gendarmes sur ordre des gulenistes. Donc si vous voulez, au sein de l'État, on avait une véritable guerre des services. Mais c'était pas le seul problème entre les gulenistes et Erdogan, puisque en décembre 2015, 13 pardon, il y a eu toutes ces affaires de corruption, les écoutes téléphoniques, la discussion entre Erdogan et son fils. Il lui dit cache l'argent que tu as à la maison, parle à ton beau-frère, à ton beau-père, tout le monde cache tout. Donc ça veut dire qu'il y a ces gens-là sont en train de voler le pays, le propre pays. Oui, mais on est dans cette période, puisque l'arrestation des camions, c'est janvier 2014, donc on est moins d'un mois après, si vous voulez. Donc on est dans cette période où effectivement les gulenistes essayent de renverser Erdogan en sortant des dossiers compromettants. Alors on entend que auprès de l'ambassade de Turquie en France, il y avait un service qui a présenté une liste de tous les gulenistes ou de tous les mouvements gulenistes en France, et après on entend même que ceux-là même qui ont présenté ces listes ont été appelés en Turquie pour être débarqués de leur fonction, parce qu'ils sont eux-mêmes considérés comme étant gulenistes. Bon, c'est assez compliqué. Ma question est de savoir, est-ce que en Europe et en France en particulier, les gulenistes sont en danger? Oui, clairement. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui sont soupçonnés de sympathie guléniste sont vraiment les gens qui sont les plus en danger en Turquie. Il y a une répression d'une férocité incroyable qui effectivement atteint des sommets, et qui en plus rencontre extrêmement peu de solidarité, puisque
pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Les gulenistes ont tenu le pouvoir avec Erdogan pendant très longtemps, ont été à la manœuvre judiciairement contre un certain nombre d'opposants et de démocrates. Donc aujourd'hui, il y a assez peu de solidarité avec les gens qui sont à leur tour pris dans les mailles du filet. Pour répondre à votre question, oui, le vice-premier ministre Bekir Bozdağ, il y a 2 jours, a déclaré très fier de lui à la télévision turque que le MIT avait mené des opérations d'enlèvement, il a clairement parlé comme ça, et que depuis la tentative de coup d'État, 80 gulenistes ont été enlevés dans des pays étrangers, dans 18 pays différents. Donc on a aujourd'hui une campagne qui ressemble à ce que pouvait pratiquer le Mossad à une certaine époque, mais qui est extrêmement efficace, extrêmement violente et surtout qui est complètement mondialisée. De la Malaisie aux États-Unis en passant par le Gabon et le Kosovo, on a aujourd'hui des services secrets turcs qui sont à la manœuvre pour essayer de coffrer des opposants. Alors en Europe, on pourrait se dire qu'on est à l'abri pour un certain nombre de raisons, mais ça n'est pas le cas. Le mois dernier, il a été révélé que des diplomates de l'ambassade de Turquie en Suisse ont tenté d'enlever des gulenistes à Berne. Il y a eu une opération de menée qui impliquait le numéro 2 de l'ambassade turque. Pas de chance pour eux, les services suisses étaient sur le coup et les ont pris la main dans le sac. Donc les diplomates s'en sont sortis en étant exfiltrés vers Ankara. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, même en Europe, il y a absolument aucune garantie de sécurité pour les gulenistes, qui d'ailleurs sont assez peu protégés, il faut bien le dire. Donc c'est une vraie question de sécurité aujourd'hui. Est-ce que vous qui connaissez la Turquie bien de l'intérieur, pour avoir vécu à Istanbul et ailleurs en Turquie pendant de longues années, et qui enquêtait justement sur ce pays et sur ses pratiques, est-ce que vous pensez que la présence de l'ancien numéro 2 du MIT en tant qu'ambassadeur en France est aussi a pour raison de favoriser le déclenchement d'un réseau de renseignement et arriver à ce que vous venez d'indiquer comme exemple, pour faire peur, pour faire taire au gulenisme, et demain aux Kurdes et après-demain aux Arméniens? Écoutez, c'est assez tentant de le penser. J'ai pas d'éléments qui permettent de l'affirmer, mais j'ai du mal à croire que Monsieur Moussa soit simplement dans un rôle de diplomate et d'ambassadeur. Étant donné son passé, étant donné son expérience et son savoir-faire dans un certain nombre de dossiers sensibles, je pense qu'il continue à gérer ces questions-là, effectivement. Alors, nous allons parler d'Afrine. Dans quelques instants, nous allons avoir la présence avec nous de Gérard Chalian et de Khattar Abou-Diab. Mais avant de parler d'Afrine, quand même quelques mots sur votre livre que vous présenterez aussi demain à Issy-les-Moulineaux. Et demain, absolument, c'est aussi un autre jour parce que vous allez avoir une belle enquête dans le journal du dimanche. Donc, à nos auditeurs de se procurer le journal du dimanche de demain, dimanche 8 avril. Donc, dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. Alors, la question qui est liée à la question d'Afrine, le scandale qu'il y a eu avec l'agent secret soviétique russe en Grande-Bretagne, et cette crise d'expulsion, est-ce que selon vous, cela a favorisé un rapprochement qui était déjà déclenché entre la Turquie et la Russie, et a créé une sorte d'entente sur Afrine et sur la Syrie entre ces deux pays? Donc est-ce que cette crise était aussi un élément favorisant ce rapprochement et cette entente sur la Russie entre la Turquie et la Russie? Non, je crois pas. Alors, ça a permis, par contre, à Erdogan de se démarquer des Occidentaux par rapport à Poutine, en montrant que lui n'expulsait pas de diplomates russes. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, Erdogan a réussi à se démarquer des Occidentaux. Mais je crois pas que cette crise ait joué un rôle dans le rapprochement, qui est bien antérieur. Le rapprochement entre la Turquie et la Russie est entamé depuis début 2016, finalement. Après cette crise de l'avion abattu abattu par l'armée turque. Très vite, la réconciliation s'est enclenchée et très vite, il y a eu vraiment un basculement diplomatique du côté turc, avec le départ d'Ahmet Davutoglu, qui était l'architecte de la diplomatie, qui était beaucoup plus pro-occidentale et qui
son départ, sa mise sur la touche a vraiment induit un changement stratégique pour la Turquie, et on a vu les nationalistes à ce moment-là reprendre en main l'appareil d'État, ce qui a coïncidé avec un rapprochement très fort avec la Russie. Donc aujourd'hui, on a une alliance stratégique extrêmement étroite entre Moscou et Ankara. Et ça, je crois que les Occidentaux n'ont pas encore bien compris toutes les implications de ce renversement d'alliance. Mais Erdogan continue à penser, en tout cas à parler, d'une adhésion encore possible à l'Union européenne. Non, ça je crois que c'est... Mais il l'évoque. Mais il l'évoque. Quand il est à Paris avec la ministre des Affaires européennes ou avec le ministre des Affaires étrangères, il ne peut pas ne pas l'évoquer. Mais c'est un levier. C'est un levier pour lui pour continuer d'obtenir des choses de la part des Européens. Mais aujourd'hui, Erdogan le dit lui-même, son principal allié stratégique, c'est Poutine. Poutine était cette semaine à Ankara pour inaugurer la première centrale nucléaire turque. La Russie va livrer des missiles anti-aériens stratégiques en accélérant le calendrier pour prendre de court les Américains justement et permettre que ces missiles arrivent en Turquie dès l'année prochaine, c'est-à-dire avant les élections. Il faut bien comprendre que tout ça se fixe sur un agenda électoral, encore une fois. Erdogan est allié aux nationalistes en interne, et ce qui va lui permettre de remporter les élections en 2019, et ça a des implications sur la scène internationale avec cette alliance avec la Russie. Alors, justement, on a beaucoup parlé de la situation des changements de mode de fonctionnement d'Erdogan depuis 2002, on va dire. On a oublié de parler de l'islamisation de la Turquie parce que c'était un vecteur essentiel. N'oublions pas que Gülen a aidé Erdogan à accéder au pouvoir justement parce que ensemble ils avaient cette visée d'islamisation à la manière turque, bien entendu, de leur pays. On n'oublie pas qu'avant l'arrivée de l'AKP, il y avait d'autres tentatives réussies électoralement, mais non abouties sur le terrain. Avec Erbakan, etc. Mais finalement, qu'en est-il de cette volonté idéologique d'Erdogan? Est-ce qu'on est en train d'asseoir sa notoriété et sa place dans l'histoire de la Turquie en tant que chef, ou est-ce que il est au service d'un islam turc? Non, je crois qu'il est... Évidemment, l'islam turc, l'islam politique, l'islamisme, pour Erdogan, est évidemment fait partie de sa culture profonde, sa culture politique, sa culture personnelle, sa culture familiale, la culture de sa région d'origine. Donc, c'est évidemment un élément très important pour lui. Maintenant, je crois que comme pour tout le reste, chez Erdogan, c'est d'abord un instrument politique qui lui permet de souder un électorat, qui lui permet en sortant cette carte-là à un moment stratégique qui lui permet simplement de verrouiller encore une fois une majorité électorale, de tenir le pays. Donc c'est sa culture profonde, mais ça a d'abord été très pragmatiquement un instrument pour lui. D'ailleurs, quand au cours de son premier mandat, entre 2002 et 2007, il a très peu utilisé cette question-là. À l'époque, les islamistes turcs lui reprochaient de ne pas avoir mis la question du voile sur la table tout de suite. Mais à l'époque, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de faire les réformes pour plaire à l'Europe. Après, il a commencé effectivement à introduire quelques mesures de ce type. Alors, ça a été le voile à l'université, ça a été la réforme des lycées pour imams. Ça a été ensuite tout un tas d'autres sujets, l'alcool, etc. Enfin, on a vu effectivement une intrusion je dirais, du conservatisme religieux dans la vie publique, dans la sphère publique, chez tous les Turcs, et ça a évidemment beaucoup influencé le mode de vie des Turcs aujourd'hui. Erdogan s'est appuyé aussi sur cette nouvelle classe moyenne conservatrice, qui a été vraiment le socle de son électorat, et qui aujourd'hui promeut un mode de vie qui est radicalement différent de celui des laïcs turcs entre guillemets. Voilà, on a toute une population turque qui est plus visible aujourd'hui. Est-ce que le pays s'est islamisé? Oui, en partie, mais ça n'est pas non plus je pense le vecteur essentiel du pouvoir aujourd'hui pour Erdogan. C'est d'abord le nationalisme. Alors nous sommes en ligne avec Khater Abou-Diab, politologue et professeur à l'université Paris-Sud, et nous parlerons justement de ce scandale d'Afrine. Comment se fait-il qu'un pays puisse
entrer sans qu'il soit sollicité par l'État. Là, il s'agit de la Syrie pour venir aider sa population ou son armée. Il s'agit de l'attaque de la Turquie sur Afrin. Monsieur Khatar Aboudia, bonjour. Bonjour à vous et à toute l'équipe ainsi qu'à vos interlocuteurs. Merci de votre présence. Et le public, bien sûr. Bien sûr. Merci pour votre présence. Et moi, j'ai envie de vous poser une première question pour comprendre un peu ce qui se passe, les raisons de cette attaque sur Afrin. Est-ce que, essentiellement, c'est une volonté d'annexion territoriale, ou c'est tout d'abord la question kurde qu'il faudra enterrer, à commencer par Afrin? Je pense avant tout c'est la stratégie d'Erdogan et les positionnements d'Erdogan par rapport à l'intérieur kurde dans le jeu syrien et même dans le jeu international, je dirais. Et la question kurde où l'obsession kurde, si on veut, c'est le prétexte, c'est l'argument d'Erdogan pour intervenir. L'annexion territoriale, on ne sait jamais, car enfin, avec tout ce qui se passe sur ces territoires syriens, avec la division de ces pays en plusieurs zones de facto, il faut attendre l'avenir pour faire un jugement tout à fait définitif. Pour le moment, Erdogan, dès le début des événements en Syrie, il a eu des positions tout à fait volatiles. Il soutenait l'opposition syrienne, puis il y avait toute l'ambiguïté avec l'OTAN, avec tous les autres acteurs dans l'histoire du djihadisme en Syrie. Mais avant tout, pour Erdogan, il y a quand même des frontières très longues entre la Syrie et la Turquie. Et il y avait cette obsession de la présence kurde, sachant qu'entre les deux régimes syriens et turcs, il y avait l'histoire de la remise de Golan en 1998. À l'époque, Hafez al-Assad était affaibli, l'ancien président syrien, Bachar al-Assad, le fils héritier, était lui aux commandes, et c'est lui personnellement qui a pris la décision de donner au Golan. Et à l'époque, Bachar al-Assad a accepté de signer avec les Turcs un accord très dangereux, l'accord d'Adana, où il y avait une certaine reconnaissance de intérêts ou des ambitions turques dans ce qu'on appelle la sécurité du voisinage. Avec la crise syrienne, Erdogan, il a fait beaucoup de changements, comme il a, après un petit accrochage avec les Russes, il joue d'une façon extraordinaire sur les deux tableaux entre l'OTAN et la Russie. Il a attendu si longtemps et après les coups d'État présumés de juillet 2016, il a pu entrer en Syrie à travers l'opération Bouclier de l'Euphrate. Donc c'était un travail de grignotage, un travail de longue haleine, jusqu'à l'arrivée en mars 2016 à cette occupation d'Afrin, les joyaux de ces Nord-Syriens, les guerres de ces projets kurdes en Syrie. Et tout ça n'était pas possible sans une sorte d'un feu vert russe et d'une sorte de laisser-aller quand même américain occidental. Maintenant, les Européens se réveillent avec les Américains à main beige, mais Erdogan a déjà consacré un fait accompli dans une grande zone de frontières syriennes sous le prétexte de ne pas permettre l'élaboration d'un projet kurde ou d'une bande kurde à ses frontières. Pour le moment, Erdogan, après avoir été l'un des perdants de la crise syrienne, il s'installe dans le dernier sommet avec Poutine et Rouhani comme l'un des présumés gagnants de cette misère ou de cette tragédie syrienne. Alors justement, nous sommes avec Gérard Chalian, autre spécialiste de cette région et des conflits armés. Gérard Chalian, merci d'être avec nous. Et ma question est de savoir quel est le rapport de force entre les forces turques et les forces kurdes, parce que Erdogan a promis d'attaquer et d'envahir, d'occuper Afrin en un jour, alors que ça lui a pris quand même quelques semaines. Est-ce que les Kurdes ont quand même quelques réserves et comment est tombé Afrin? Il a fallu 2 mois pour s'emparer d'Afrin.
ce qui montre bien la détermination des forces kurdes et leur capacité de résistance. Ceci dit, indiscutablement, la supériorité globale de l'armée turque et de ses auxiliaires syriens, baptisés armée syrienne libre, qui d'ailleurs sont pour la plupart plus ou moins des djihadistes, et de toute façon qui, pour les Turcs, constituent une sorte de force de substitution qui va leur être fort utile, montre bien que la supériorité d'un État disposant d'aviation, disposant de blindés, est indiscutable. Donc les Kurdes ont préféré décrocher plutôt que de mourir héroïquement et de façon inutile. Le nombre de réfugiés est considérable, ce qui est pour M. Erdogan un succès indiscutable. Mais rien n'est terminé. Rien n'est terminé dans la mesure où M. Erdogan a annoncé son futur programme, c'est-à-dire aller plus loin, envahir Manbij, puis ensuite il a même dit je vais les reconduire jusqu'à la frontière irakienne, c'est-à-dire en d'autres termes effacer toute présence kurde le long de la frontière syro-turque. Alors justement, Guillaume Perrier, il y a quelques jours, quelques représentants des Kurdes de France et de Syrie étaient auprès du président Macron. Il a été dit que la France enverrait des forces pour empêcher ce qui se passe à Afrin. Après, les journaux ont changé de titre pour dire que s'il y a une coalition internationale, et encore une fois on a changé de titre pour dire que, etc., finalement la France ne fera rien, mais en Manbij, on nous dit qu'il y a une présence française, américaine. Est-ce que cela signifie que, quand même, la même chose ne se répétera pas à Manbij, ce qui s'est passé à Afrin? Non, ça ne signifie pas ça du tout. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et puis de mauvaise communication. C'est vrai qu'aussi la délégation kurde qui a été reçue à l'Elysée a été à la fois un peu naïve et puis a tenté un coup de bluff en termes de communication, en annonçant un soutien fort du président Macron, ce qui était un peu plus compliqué. Quand on regarde le communiqué de l'Elysée, on voit que c'est beaucoup plus évasif. On parle de facilitation de discussions entre les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, qui sont un peu le parapluie des Kurdes dans le nord de la Syrie, et la Turquie. Donc comme si la France pouvait avoir la prétention d'instaurer des négociations entre la Turquie et le PKK. Ça semble complètement absurde comme proposition. Non, ce qui est sûr, c'est que le président Macron a été encore une fois extrêmement pragmatique sur cette question. Il y a effectivement des forces spéciales françaises qui sont sur le territoire déjà depuis très longtemps, qui étaient engagées dans la bataille de Raqqa. Il y avait à peu près une trentaine de soldats français. Ce contingent va être doublé. Il y a déjà plusieurs dizaines de renforts qui sont arrivés sur place ces derniers jours. On a des patrouilles françaises aujourd'hui qui circulent à Tal Abyad, donc à la frontière turque, et dans la ville de Manbij, en renfort des Américains. La position américaine est pour l'instant assez ambiguë, c'est-à-dire que Trump a annoncé un retrait, et en même temps il semble là ces derniers jours qu'il soit plutôt en train de rétro-pédaler et d'annoncer un renforcement aussi de ses positions à Manbij. Il dit retrait de la Syrie, mais combat contre Daesh malgré tout. Oui, donc mais ce détail est important. Oui, ce détail est important, mais le combat contre Daesh aujourd'hui s'est déplacé vraiment dans la zone tout à l'est de la Syrie, le long de l'Euphrate. C'est la dernière poche de Daesh se trouve là-bas. Donc à Manbij, il y a plus de présence de Daesh. Donc la présence américaine à Manbij n'est pas faite pour lutter contre Daesh. Alors voilà. Donc on a aujourd'hui une situation extrêmement confuse, mais la France effectivement renforce ses positions aujourd'hui. Mais rien n'indique que ça soit pour sécuriser la zone au profit des Kurdes. Je pense aussi que la France peut tout à fait évoluer vers une position où, à Manbij, on va petit à petit laisser le contrôle de la ville aux Turcs et à ses alliés, puisque la ligne rouge qui a été annoncée par Erdogan, c'est la ligne rouge de l'Euphrate, et que pour lui, il est intolérable que des Kurdes se trouvent à l'ouest de l'Euphrate.
Et pour l'instant, vous c'est voulez le cas. dire que les forces occidentales pourraient servir de relais ou de faciliter l'évacuation des civils vers des zones plus sécurisées et non pas combattre ou empêcher l'entrée de la Turquie? Absolument, je pense pas. Je pense qu'il est assez naïf de penser que les Français sont là-bas pour combattre la Turquie. Khatal Abou-Diab, est-ce que justement aujourd'hui on voit la présence à Al-Ghouta des forces islamistes? Il y a des combats qui se poursuivent. Les civils essaient de partir, mais ce matin on a appris que finalement les bus qui devaient acheminer les civils et les familles des combattants aussi sont retournés parce que les combattants ne sont pas d'accord entre eux s'ils doivent partir ou ne pas partir. Mais est-ce que cela signifie que ces forces-là, djihadistes qui ont soutenu la Turquie, vont désormais s'installer dans cette région frontalière de la Turquie, en Syrie? Écoutez, ce qui se passe à Ghouta, oui, il y a sûrement au sein de ces groupes Jaish al-Islam, l'armée de l'Islam, des problèmes, mais ça peut être aussi une sorte d'une divergence entre l'Iran et la Russie à propos de l'avenir de Ghouta et suite aussi à d'autres problèmes, d'autres considérations. Même lorsque ces gens arrivent dans la région de Jarablus ou ailleurs, les Turcs imposent certaines conditions. Il y a de l'ambiguïté car ce groupe, c'est l'un des rares groupes qui n'est pas tombé complètement sous la tutelle kurde, les groupes d'Al-Louch, les groupes, ce qu'on appelle Jaish al-Islam. Et pour cela, donc, c'est l'une des difficultés de plus. Mais ce qui m'intéresse pour Manbij ou Tel Rifat, ces deux verrous sont, à mon avis, un grand test stratégique pour toutes les alliances. Même l'Iran, apparemment, n'a pas envie que le Turc s'installe à Tel Rifat, car les chiites sont présents à Nabil et à Zohra près d'Alab. Et là, c'est une question entre alliés et concernant les groupes d'Astana, concernant l'avenir de tout le nord syrien. Quant à Manbij, la présence américaine et française confirmée forme quand même un barrage contre cette avancée turque. Maintenant, c'est vrai à la longue, les Américains, les Français peuvent négocier avec Erdogan, mais il faut faire attention, car si Manbij devient une pourvoi pour Erdogan, à Tabqa, à Raqqa, tous les acquis dans la guerre contre Daesh pourraient être menacés par les Turcs et tous les territoires après. Donc c'est un engagement. Avec quelqu'un comme ce qui s'appelle Donald Trump à la Maison Blanche, c'est une catastrophe stratégique. Et pour cela, pauvres Kurdes, ils ont été à la longue les grands perdants dans ces jeux des nations. On les a utilisés jusqu'au bout dans la guerre contre Daesh. Et avec Trump, quand même, il y a un grand risque qu'il soit lâché. Alors, Gérard Chalian, justement, le souci aujourd'hui, c'est ce plan de présence turque permanente, probablement en Syrie, et si permanente, probablement annexion dans l'avenir. Comment expliquer, il y a quelques jours, la présence de Poutine, de Rouhani et bien sûr d'Erdogan, cette réunion en Ankara, qui semble donner un feu vert à cette présence turque? Est-ce que vous pensez que les Iraniens pourront, Monsieur Abou-Diab vient de le dire, mais votre avis sur le feu vert, y a-t-il un feu vert iranien? Moi, je ne le pense pas. La situation est très compliquée. D'une façon générale, en Syrie, comme d'ailleurs en Irak, sur les dernières années, les vainqueurs, pour l'instant, ce sont les Iraniens. C'est quand même eux qui ont gagné la partie jusqu'à aujourd'hui. Alors, Monsieur Erdogan vient effectivement de marquer un point très important, puisqu'il est intervenu à l'intérieur de la Syrie et que là où il se trouve, c'est-à-dire à Afrin, je ne vois pas pourquoi on pourrait imaginer qu'il se retirerait. Donc dans la pratique, il vient d'amener une équation complètement nouvelle. Est-ce que ça arrange les Iraniens? À titre personnel, je ne le pense pas. Bon, pourquoi est-ce que les Russes ont consenti à évacuer cette région qui était sanctuarisée, qui permettait aux Kurdes d'y rester? Au terme de quel marchandage? Est-ce
Est-ce qu'il a obtenu que M. Erdogan ne va rien faire contre le régime de Damas, chose qui est très importante pour les Russes. Mais aucune des alliances qui ont été contractées par M. Erdogan n'a été une alliance pérenne. C'est strictement circonstanciel. Il n'a pas cessé de bouger au cours des dernières années d'un allié à l'autre, tactiquement et en essayant d'accroître son avantage. Bon, aujourd'hui, il est là en Syrie, il fait partie de l'équation syrienne, ça c'est la grande nouveauté. Il va utiliser les troupes syriennes qui sont à sa disposition pour jouer un peu la même activité milicienne qu'ont joué les Iraniens tout au long de la guerre depuis des années. Ces deux intérêts sont contradictoires. Les intérêts de l'Iran ne sont pas du tout ceux de la Turquie. Donc, à mon avis, là-dedans, il y a une alliance strictement circonstancielle avec des arrière-pensées qui font que on va voir comment vont se dénouer les situations ambiguës qui sont celles d'aujourd'hui. Moi, je crois que ça va dépendre en partie des Américains et de leur détermination de ne pas céder devant les ambitions turques, même si, comme alliés difficiles à l'intérieur de l'OTAN, ils ne veulent pas rompre. Donc rien, à mon avis, n'est joué, et je dirais que les intérêts iraniens et ceux de la Turquie ne sont pas convergents en Syrie. Alors, est-ce que justement la Russie veut se mettre dans le rôle de l'arbitre entre la Turquie et l'Iran en créant justement par cette entente d'il y a quelques jours entre les trois parties, en créant une entente, créer le conflit en même temps entre la Turquie et l'Iran sur le territoire syrien et venir faire le juge par la suite? Est-ce que c'est ça le rôle ambigu auquel vous faisiez allusion? C'est possible. Je crois que les Russes tiennent beaucoup à être un élément décisif dans cette affaire. Oui, en effet. Très bien. Monsieur Abou Diab, donc aujourd'hui il est important de comprendre ce qui se passe dans la tête du régime syrien. Quel est le rôle, quels sont les calculs du régime syrien par rapport aux Kurdes? Parce que finalement, qu'on se le dise, tout le monde veut que les Kurdes, entre guillemets, disparaissent, s'affaiblissent et qu'ils puissent pas constituer un territoire. C'est pas bon pour le régime syrien parce que ça frapperait le territoire, enfin l'intégrité territoriale. C'est pas bon pour les Iraniens, c'est pas bon pour les Turcs. C'est peut-être bon pour les Américains et les Israéliens et les Russes à des moments donnés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du régime syrien par rapport à ça? Écoutez, le régime syrien, il est réduit. Il est sous tutelle quand même russe et iranienne. Sa marge de manœuvre reste limitée. À un moment donné, Walid Moualem disait qu'il accepte le fédéralisme. Puis le régime syrien a changé d'avis. De toute façon, même à Ankara, les trois partenaires n'ont pas été d'accord. La Russie proposait le fédéralisme, ce qui donne aux Kurdes un espoir, tandis que les Iraniens et les Turcs ont refusé totalement, et M. Rouhani a insisté beaucoup sur les matières premières et les richesses qui se trouvent dans cette zone contrôlée par les forces de la Syrie démocratique. Cette question kurde, donc, c'est le nœud de l'affaire syrienne quand même. Je pense pas que les Israéliens sont très intéressés par les Kurdes syriens, contrairement à leur cas à propos de Kurdes irakiens. Je pense, c'est vrai que les centres d'intérêt, les pays les plus intéressés sont les États-Unis, la France, même si elle n'est pas fort présente, et la Russie. Mais pour le moment, tout dépend vraiment de la présence militaire américaine, car les acquis de Kurdes, surtout à Deir ez-Zor, à Raqqa, en dehors du territoire de la population kurde, sont dus à cette alliance ou à ce travail commun avec les Américains. Et pour cela, s'il n'y a pas une révision aussi de la stratégie des Kurdes syriens, un minimum
d'entente entre les Kurdes syriens, entre les gens de PID et les autres groupes, pour formuler des demandes rationnelles pour l'avenir de la Syrie concernant le fédéralisme, concernant même le partage des richesses. Il y aura des problèmes. Car le régime, à cause de la victoire de son axe, ne veut pas donner des choses importantes, substantielles à ses Kurdes. Et pour cela, tout ça va attendre, à mon avis, la conclusion finale de ce que j'appelle la période de la liquidation de ces guerres qui se sont déroulées en Syrie depuis 2011 jusqu'à maintenant. Merci Monsieur Khattar Abou Diab, merci Gérard Chalian pour votre participation à cette émission. Donc nous poursuivons avec vous Guillaume Perrier et j'ai envie de vous poser des questions sur la situation des Kurdes qui sont partis d'Afrin. Où sont-ils aujourd'hui? Dans quelle ville? Dans quelle situation? Je parle d'un point de vue sécuritaire, mais également humanitaire, parce que c'est des gens qui n'ont plus rien, apparemment. Alors on a aujourd'hui à peu près 150 000 réfugiés d'Afrin, qui sont dans des camps tout autour, notamment à Tal Rifat, qui est une ville aujourd'hui qui est quasiment entièrement composé de réfugiés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Afrin, au moment de l'invasion turque, comptait à peu près 400-500 000 habitants, dont une bonne partie qui étaient déjà des personnes déplacées par le conflit. Donc je dirais qu'une petite moitié de la population d'Afrin était constituée de gens qui venaient de Damas, de Homs, de l'Atakia, enfin de toutes sortes de régions syriennes, soit parce que c'était des Kurdes qui étaient déplacés par des conflits locaux et qui s'étaient réfugiés dans une zone kurde. Mais il y avait aussi des réfugiés arabes, turkmènes, qui pensaient qu'Afrin était une zone plus sûre et donc où ils pourraient échapper aux affres de la guerre. Et puis finalement, ils ont été rattrapés. Alors c'est vrai qu'Afrin, depuis 2012, c'est effectivement un fief du PKK. Moi, j'y suis allé au tout début du conflit. C'était une zone. D'abord, les Turcs laissaient facilement passer les journalistes à l'époque, les Syriens et les Turcs qui voulaient y aller. Donc, c'était pas quelque chose de... C'est ce que dit l'ambassadeur de Turquie en France. Regardez comment nous avons laissé les journalistes passer, nous avons facilité le travail des médias français, donc nous avons joué un rôle. En 2012, effectivement, oui. C'était très accessible et Afrin n'avait pas l'air de constituer une menace pour la sécurité nationale de la Turquie, si vous voulez. Les drapeaux d'Öcalan étaient déjà là et on sentait bien que c'était un fief, ça a toujours été d'ailleurs Afrin, un fief idéologique des Kurdes syriens. Donc c'est pas une situation nouvelle. On a l'impression aujourd'hui que le gouvernement turc découvre une menace existentielle pour sa sécurité à sa frontière, ce qui n'est absolument pas le cas. Aucune attaque terroriste n'a jamais été menée sur le sol turc depuis Afrin. Je rappelle aussi qu'il y a un mur de séparation de 800 km de long qui a été construit sur la frontière pour empêcher logiquement les passages de contrebandiers et puis de combattants. Donc la frontière, elle peut en tout cas être verrouillée si les Turcs en ont le souhait. Donc tout ce discours sécuritaire est évidemment un immense prétexte pour prendre pied durablement dans cette région, pour empêcher les Kurdes de constituer leur zone autonome. On se souvient qu'ils sont effectivement d'abord rentrés avec l'opération Bouclier de l'Euphrate pour prendre Jarablus juste après l'élection présidentielle, qui donnait à Erdogan cette légitimité pour intervenir. Donc il faut jamais différencier les opérations militaires extérieures du calendrier électoral turc. Encore une fois, tout ça est savamment calculé et aujourd'hui l'opération d'Afrin, elle est destinée d'abord pour Erdogan à souder son électorat nationaliste et à solidifier son emprise sur l'électorat turc. Est-ce que vous avez des informations sur l'état de la situation suite à cette attaque? Parce que il y a des papiers qui parlent de viol, de kidnapping, de tuerie, de vol, c'est-à-dire que comme ça a été le cas aussi à Kessa, à l'époque quand les djihadistes sont rentrés, ils ont tout saccagé, volé les habitations. Est-ce que c'est
on est dans le même schéma. Oui, bien sûr. On l'a vu. Ça a été malgré toutes les efforts de la Turquie pour contrôler la communication. Il y a quand même des choses qui sont passées entre les gouttes, si vous voulez. Et donc c'est assez troublant. Effectivement, on a vu ces brigades islamistes alliées des Turcs qui sont rentrées les premières dans certains villages et qui effectivement se sont livrées à des exactions. On a vu les villages yézidis, par exemple, qui étaient menacés. Ils ont brûlé des lieux de culte. Voilà, il y a eu des pillages de masse quand ils sont rentrés dans Afrin par ces supplétifs. Alors, bien faire la différence quand même. C'est pas l'armée turque qui s'est livrée à des pillages. Et à partir du moment où l'armée turque est rentrée dans la ville, ils ont essayé quand même de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais effectivement, les gens qui étaient en première ligne étaient des bandes armées islamistes qui se sont livrés à des pillages, à des viols. Et même des témoignages en direct sur la télé turque qui ont été enregistrés, où on voit des habitants raconter ça. Mais c'est traduit évidemment d'une autre manière par le journaliste turc. Mais là où ça devient complètement schizophrène, si vous voulez, c'est que les gens qui parlent en kurde à Afrin, on a 15 ou 20 millions de personnes qui comprennent cette langue en Turquie. Donc quand à la télé turque, on a un Kurde qui dit mes 3 filles ont été violées par les supplétifs, et qu'on a le traducteur qui dit le PKK nous a opprimés, il était temps que l'armée turque arrive, c'était à peu près aussi caricatural. Évidemment, les gens ne sont pas dupes, si vous voulez. En Turquie, on sait très bien ce qui s'est passé, et que cette invasion a été accompagnée d'exactions, évidemment. Quelle est la suite? Comment vous voyez la suite? Mais la suite, Gérard Chelian le disait tout à l'heure, je commence mon livre en expliquant qu'Erdogan est quelqu'un de très, je dirais, de très prévisible aussi. Son conseiller en communication pendant 25 ans dit Monsieur Erdogan, c'est quelqu'un qui a la langue proche du cœur. Il dit ce qu'il dit comme il le pense. Quand il dit depuis 2 ans qu'Afrin, ils vont y aller, il a mis en application ces menaces. Aujourd'hui, il dit on va aller à Manbij. Il va se passer quelque chose sur Manbij. Alors, est-ce que l'armée turque va y entrer? Est-ce que ça sera une solution négociée avec les Américains, comme ils essayent de le faire en ce moment? Peut-être, mais il va se passer quelque chose à Manbij. Et Erdogan, depuis le départ, dit effectivement que ils vont nettoyer toute la frontière, qu'ensuite ça sera Kobané, qu'ensuite ça sera Kamishli, et qu'ils vont aller jusqu'au Tigre, et donc jusqu'à la frontière irakienne. Alors, est-ce qu'ils auront les moyens d'aller jusque-là? Sans doute pas. Mais ils vont effectivement menacer de le faire pour obtenir des avantages par rapport à leurs alliés occidentaux, par rapport à leurs alliés russes, par rapport au régime d'Assad. Et ça aura des conséquences très lourdes aussi dans la lutte contre Daesh. On voit aujourd'hui que les Kurdes, qui étaient effectivement les principaux alliés des Occidentaux pour cette lutte contre Daesh, les Kurdes ont été obligés de dégarnir le front dans l'est du pays et de reconcentrer leurs forces sur l'ouest et sur les forces turques. Donc on a aujourd'hui une lutte contre Daesh qui est atténuée, qui est amenuisée par l'intervention de la Turquie. Alors, cette discussion pourra être prolongée non pas demain comme je l'annonçais tout à l'heure, mais le 12 à Issy-les-Moulineaux, à la Maison de la Culture arménienne. Donc, dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, c'est votre livre, c'est le titre, c'est le 12 avril, donc à la Maison de la Culture arménienne d'Issy-les-Moulineaux, où nos auditeurs et bien d'autres pourront aller discuter avec vous entendre sur les différentes thématiques, ce qui a fait que Erdogan est devenu l'homme qu'il est, les différentes étapes de sa construction en tant qu'homme d'État. Un jour, il portait la chemise islamiste, un autre jour, la chemise de la démocratie, qui est Fethullah Gülen, son réseau assez fort, quand même affaibli aujourd'hui, mais assez fort à travers le monde. Vous parlez de cette politique étrangère de la Turquie avec cette politique de zéro problème avec les voisins d'Ahmed Davutoglu. Et enfin, la question d'Afrin sera probablement à l'ordre du jour puisque c'est l'actualité. Donc c'est à 20h à la Maison de la Culture arménienne d'Issy-les-Moulineaux. Et puis nous allons poursuivre sur cette antenne les discussions autour de la Turquie, puisque on n'a pas abordé les questions largement
de l'intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en Turquie même, mais sur cette antenne, nos auditeurs savent que nous sommes très attentifs à la situation quotidienne de la Turquie, de la démocratie, de la situation des journalistes. Et la crainte aussi qui a été évoquée par rapport non seulement aux Kurdes, mais parfois même on parle de ces Arméniens qui peuvent en Europe, pas forcément qu'en France, être atteints par les menaces de ce régime d'Erdogan en Turquie. Je souhaite également rappeler à nos auditeurs que le 24 avril s'approche et que le mardi 24 avril 2018, c'est le 103e anniversaire donc du génocide arménien. Eh bien, comme tous les ans, le CCF lance un appel à la mobilisation générale pour que nous soyons très nombreux ce 24 avril dans la rue pour dénoncer la politique génocidaire et négationniste justement de ce président turc Erdogan, donc pour lui dire stop à tout, stop à Erdogan, stop à cet État meurtrier, stop au négationnisme turc en France et dans le monde, et évidemment pour se rappeler que nous avons un combat de reconnaissance du génocide et de ses réparations. Donc le CCF donne rendez-vous le mardi 24 avril à 18h à la statue Komidas pour la cérémonie républicaine qui sera suivie d'une marche pour la justice en direction de la représentation turque sur les Champs-Élysées. Donc ça commence à 18h, place du Canada à Paris. Merci Guillaume Perrier. Merci à vous. Merci à nos différents intervenants, le député Jean-Paul Lecoq, Gérard Chalian et Khatar Aboudiab. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.